Que ce soit Spider-Man 2, la série Netflix Maya and the Tree et une pub pour Fiat, elles ont toutes un point commun. Ils ont utilisé Blender à un moment, un logiciel open source et gratuit. Blender, c'est un ovni face aux géants de l'animation et de la 3D qui est en train de gagner en popularité et de s'imposer sur la chaîne de prod audiovisuelle. Alors qu'en face, il y a des mastodontes qui ont des millions de budget R&D. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Blender, le logiciel libre probablement le plus puissant au monde. On va vous montrer des démos et des plugins complètement ouf développés par la communauté et vous prouver que quel que soit votre métier, vous devriez apprendre Blender. Pour ça, on a invité Mario Awat, qui est artiste 3D, qui travaille notamment pour la Blender Fondation, mais aussi pour un studio. Et juste pour un peu avoir le lexique, avant justement de rentrer dans le sujet. Bien sûr. C'est quoi un peu les différentes étapes quand tu fais de l'animation? Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer un peu justement dans ces catégories-là? Bien sûr. Déjà, il y a deux grandes catégories. Il y a l'animation et les VFX. Okay. Et la différence, c'est l'animation, c'est du full 3D. Donc c'est le full CG, c'est les Illumination, c'est les Pixar et tout ça. Et les VFX, c'est les effets spéciaux. Dans l'animation, on commence généralement, il y a la pré-production, on fait le storyboard. C'est à cette étape qu'on met en place l'histoire, le cadrage et tout. Puis, on a l'animatique qui est une version un peu plus... Elle est montée. On a un peu un sens de rythme et de cadence et tout. Puis, quand ça c'est validé, on commence à faire les assets. Et les assets, c'est un peu tout ce qui va apparaître dans l'animation. Et dans les assets, il y a cette étape de modélisation où on crée en 3D soit les persos, soit les props, on appelle ça. C'est tout ce que le perso touche, et les environnements. Donc ça, c'est le développement des assets. Après avoir fait le maillage en 3D de l'asset, il faut le riguer. Donc c'est créer une armature en utilisant des bones pour pouvoir le bouger. Et ça, c'est une étape aussi très importante parce que ça donne un peu la marge de mouvement et de manœuvrabilité de l'asset créé. Après le rigging, il y a le shading, parce qu'à ce niveau, c'est toujours gris. Et c'est là où on crée à quoi ça ressemble quand on rend. Et à quoi ça ressemble dans quel sens? C'est qu'on met des matériaux et on leur donne des caractéristiques, si on est dans du réaliste, des caractéristiques réelles. Donc par exemple, comment il reflète la lumière, comment il absorbe la lumière pour la peau. Et pour du non réaliste, d'utiliser ce qu'on fait beaucoup au studio autour de minuit, là où je travaille, c'est pour créer des contraintes où par exemple, je dis que quand le perso regarde ici, redessine le nez comme ça. Ou s'il y a une lumière qui tape ici, fais-moi une sorte de rim light à la Arcane. Le shading, c'est l'étape où on décrit comment chaque polygone du maillage réagit avec la lumière. Ça commence à prendre forme, quoi. C'est ça. Donc après le shading, il y a le layout avant. Ok, le layout, c'est quoi? C'est là où on crée les mouvements de cam et on met un peu les poses clés de ok, la composition va être un peu comme ça, etc., etc. C'est un peu la réal, en fait, si on fait le parallèle avec le... C'est un peu ça. C'est un peu ça, sauf que ce qui est intéressant, c'est que la réal, en 3D, elle est séparée en deux étapes, à mon avis. Même trois. Layout anime, qui est le jeu d'acteur. Donc, après le layout, il y a l'anime, c'est là où tout prend vie. Tu as le set de l'environnement qui aboutit au layout. On les met ensemble. On a toute la scène en mouvement avec le mouvement de caméra et tout. Et puis, on light tout ça. Et ça, c'est ça un peu le travail de cinématographie. C'est là où on choisit, on peut augmenter la profondeur de champ, on peut mettre un lighting comme on veut. Et c'est vraiment les mêmes techniques qu'on utilise dans un plateau de prise de vue réelle. Enfin, c'est le même genre d'éclairage. Donc okay. C'est ça. Donc ça, c'est le lighting. Et après, il y a le rendu, qui est une étape un peu floue où, ok, tout est bon, le réalisateur a validé. C'est là où le moteur de rendu calcule l'image à la bonne résolution, en faisant tous les lancers des rayons pour vraiment construire l'image. J'ai parlé des interactions du shader. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il lance un rayon. Il voit, OK, ça, c'est une peau. La moitié du rayon, elle s'est réfléchie. L'autre a été absorbée. Donc, il y a tous ces calculs mathématiques très avancés pour, à la fin, créer l'image. Dernière étape, le compositing. C'est que quand on rend, souvent, on rend en plusieurs couches pour qu'on puisse avoir la flexibilité après coup. Le réal dit, j'ai envie de... Là, c'est trop brillant, je l'enlève, etc., etc. Donc, c'est un peu le Photoshop à la fin. Donc, c'est dans le sens où c'est tellement long et compliqué de faire un rendu de scène 3D. Absolument. Prendre des jours, des semaines, etc. Que il faut un moyen de faire les retouches finales. C'est ça. Ok, trop intéressant. Maintenant que vous avez compris un petit peu la théorie, regardons quelques exemples de trucs qui ont été entièrement réalisés dans Blender ou en partie. Et vous allez voir que c'est très beau. Globalement. J'approuve. Long, long ago, the ancients told of a great prophecy that a
mighty eagle and 3 courageous warriors would one day vanquish. Ça, c'est Maya and the Three, Oui. c'est ça? Par ça, c'est Tangente Netflix. Animation. Ouais, c'est un studio au Canada qui est maintenant pas très en vie. Ah. Mais c'était un des pionniers des longs métrages Blender et tout. Et eux, ils avaient une équipe de 400 artistes. C'est du full Blender sauf les FX. Donc tout ce qui est simulation de feu et tout ça, c'est fait sur Houdini. Là, sinon, le reste, c'est full Blender, quoi. Full Blender. Oh, c'est Ah, beau, hein? C'est dingue. C'est très très beau. très beau. Alors, celui-là, c'est quoi? Ça, c'est un épisode de Love, Death et Robots, une série très connue sur Netflix, aussi une anthologie de films d'animation. Ça, c'est saison 2, épisode 4, qui s'appelle Automated Customer Service. Et ça, c'est du full Blender aussi. Et c'est fait en partie par l'équipe qui est au studio Autour du Minuit, là où je travaille. Ok. Et ça, c'est aussi du full Blender. Donc ça, c'est un film je parlerai de ça plus tard. C'est que Blender Studio, ils font leur film. Et ça, c'était un film pour démontrer la capacité du temps réel. Ça, c'est tout du rendu temps réel. C'est dingue. Alors, Ouais. pour que vous compreniez, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étape d'export, rendu. en fait. Ouais. C'est directement comme ce qui se passe ici dans ce décor virtuel. C'est d'ailleurs. ça, c'est un peu ça. C'est Et je pense qu'à la fin de la vidéo, on peut les voir en train de manipuler les persos en temps réel. Donc, on les voit, c'est déjà rendu. Et ça, c'est une des spécificités aussi, c'est qu'on peut animer en temps réel. Donc là, on voit le rendu final, direct. Et le montage, il est fait dans Blender. Même le montage, ouais. Il existe un logiciel de montage dans Blender. Ouais. Non, mais justement, alors là vous avez vu plein de trucs. On va voir ça ensemble parce que ça va très très loin. Il y a même un éditeur de code dans Oui, ce oui. logiciel. Je développe dans Blender, moi. Vous allez voir. Tu développes dans Blender? Ouais. En fait, c'est très dur d'appeler ça un logiciel. Mais ça se rapproche de plus en plus d'un OS. Absolument. Absolument, absolument. Mais justement, vous allez découvrir tout ça avec nous au fur et à mesure. Donc, si on commence au début, Blender, ça, c'est un logiciel qui arrive quand et pourquoi? Si je me rappelle bien, l'anniversaire de Blender, c'est le 2 janvier 1994. C'est Ton Roosendaal. Et pour l'histoire, Ton Roosendaal, c'est un génie hollandais. Il était développeur, il avait sa propre boîte, puis il a commencé à développer Blender pour une boîte qu'il a cofondée qui s'appelle NAN, Not a Number. Et c'était une boîte à but lucratif, c'était une boîte commerciale normale. À un certain moment, ça marchait très bien et tout. Et puis, il y avait un peu le dot-com bubble et tout ça. La bulle au début bulle 2000. Internet. C'est ça. Où ça et plusieurs facteurs macroéconomiques qui ont mené à la faillite de la boîte. Même si c'était sa boîte, où il était cofondateur. Comme il y avait des investisseurs et tout, toute la propriété intellectuelle de la boîte, il ne la possédait pas. Donc là, il a lancé une des premières crowdfunding campaigns, notamment avec Bart, qui est le fondateur du site Blender Nation. Ils ont levé 120 000 euros et il a racheté Blender à sa boîte Ces anciens. et il l'a mis investisseurs. open source. Donc J'avoue, ça, c'est- ça déjà, ça commence bien. Comme début d'histoire, c'est assez chelou. Juste pour comprendre, cette première version de Blender un peu primitive, Ouais. elle faisait quoi à l'époque? La mise en open source de Blender, c'était 2002-2003, je pense. L'interface n'était jamais le point fort de Blender, donc ça faisait peur. Mais déjà, il y avait un peu les vestiges de la modularité de Blender. C'est que Blender, là, sa ultra puissance, c'est qu'il est modulaire et en même temps, ces modules arrivent à communiquer. C'est pas segmenté, c'est pas des étapes, c'est pas un soft spécifique, c'est vraiment des modules qui interagissent, on peut développer un module, on peut enlever un module, etc. Et là, la version 2003, c'était de la modélisation, de l'animation, mais c'était Il y avait assez les premières basique. briques quand même qui permettaient C'est ça. de créer des objets en 3D. C'est ça. Et donc, il fait cette mise en open source. Ouais. Et après, c'est quoi un peu les grandes étapes, tu vois, de la vie Ok. de Blender? Je vais faire un peu la généalogie de Blender. 2003, 2004, 2005, ils commencent à prendre en ampleur et puis ils font le premier Blender Open Movie. Ça, c'est une des particularités de Blender, c'est que il y a la Blender Foundation, qui est la fondation qui gère un peu l'accumulation de ressources pour développer Blender. Elle ne la possède pas, c'est une NGO. Et il y a deux sous-entités. Le Blender Institute, qui embauche des développeurs pour développer Blender, et le Blender Studio, qui fait des films avec Blender. Et ça, c'est une des particularités où les artistes et les développeurs coexistent dans un même bâtiment. Et c'est pour ça qu'il y a un développement synergétique. Hyper intéressant. Oui, Et ça, c'est un truc qui a été genre voulu dès le début pour créer le meilleur logiciel d'avoir c'est ça. C'est ça. un studio. Et ça a pris du temps à développer parce qu'au début, les ressources, même là, les ressources ne sont pas... Dingue, oui. Ouais. Mais au début, c'était vraiment... Ils ont fait leur premier film, le premier Blender Open Movie, qui s'appelle Elephant's Dream.
Il y avait un gros travail de la communauté pour participer à ça. Donc ça a fait un gros boost de visibilité où, même entre Blenderiens, on peut quand même faire des films. Donc ça sert de première démonstration un peu impressionnante de ce qu'on peut faire avec l'outil. C'est ça. Là où il aurait pu avoir les meilleures capacités du monde, pour investir des semaines de travail dessus, fallait quand même être sûr de soi. Donc là, ça crée un peu un précédent, en fait. C'est ça. Et suite à ce projet, chaque 2 ans, un autre grand projet s'enchaînait. Ils invitaient un réal hors de Blender pour travailler avec une équipe artiste de Blender. Le Blender Studio s'est formé. Et puis, à un certain moment, on est passé à un Blender 2.5 où il y a eu la première refonte de l'interface. Ça n'a pas pris. C'était toujours pour les ultra techos, mais c'était quand même mieux parce que c'était la première fois où il y avait une certaine conception de l'UX, mais c'était pas ultra abouti. Mais moi, je me souviens que il y a toujours eu des trucs super bizarres dans les interfaces de Blender. C'est vrai. Ou juste les contrôles clic gauche, clic droit, où t'avais des trucs. J'utilise toujours le clic droit, moi. Je suis un puriste. Mais maintenant, par défaut, c'est clic gauche pour sélectionner. La théorie, j'y crois pas trop, mais c'est que ça permet tu as moins de chances du syndrome du tunnel carpien parce que c'est pas juste un bouton que tu es en train de toucher tout le temps, ça divise en 2. Et là, tu comprends que clairement l'audience était pas. C'est exactement ça. Donc c'est assumé, c'est mort. Cette 2.5 ne marche pas donc, enfin ne prend pas beaucoup. Ne prend pas beaucoup, mais la communauté continue à grandir et à monter en expérience aussi parce que c'est comme ça, elle s'auto-développe en compétences en ce que peut faire dans Blender. Il y a des studios qui commencent à adopter Blender. Autour de minuit, le studio où je travaille, c'est pseudo-officiellement le premier studio qui a utilisé Blender à des fins commerciales. Il a fait Babiole, je sais pas si vous connaissez, mais c'était le premier truc diffusé fait sur Blender. Ok. En 2011, il y a un génie qui s'appelle Brecht van Lommel. C'est aussi un Hollandais qui a développé le moteur de rendu Cycles. Et ça a été contribué à Blender. C'est souvent ça. Il n'a pas été embauché pour faire ça. Il a fait ça de son côté et puis il a dit prenez ça. Voici un moteur de rendu. C'est ça. Et là, la qualité qu'on peut atteindre avec Blender monte vraiment d'un cran. Juste pour comprendre justement, le moteur de rendu, comme on l'a vu, c'est la fin de la chaîne de production. C'est ce qui transforme les informations de ton logiciel de modélisation en une image, une matrice de pixels, où tous les calculs de lumière sont faits, etc. C'est ça. Il peut y avoir quoi comme différence entre deux moteurs de rendu? Qu'est-ce qui fait que celui de Pixar, par exemple, il était meilleur avant que Cycles arrive? Il y a 2 familles de moteurs de rendu. Et désolé, je connais juste les noms en anglais. Il y a le rasterizer, qui est la technologie qui est derrière les moteurs de rendu de temps réel, où c'est des pixels. Il n'y a pas une notion de profondeur ou de rayon. C'est des pixels qui sont projetés et on fait les calculs. Donc Unreal, tout ça, c'est ça. Et il y a les path tracers, le fameux ray tracing qu'on entend dans NVIDIA et tout, où il y a un lancer de rayons par rapport à la caméra et où ça c'est beaucoup plus lent. C'est ce qu'on appelle le précalc, le précalculé. C'est pas temps réel. Là, par exemple, sur ton visage, il y a un gloss ici violet. Ça, c'est un peu les reflets. Parce qu'il y a une lumière qui arrive là, qui rebondit sur ma peau, qui arrive dans ton œil. C'est ça. Alors que dans d'autres moteurs de rendu, potentiellement, tu pourrais juste assigner une couleur ou un pattern, une texture. Là, tu peux assigner une sorte de... Il peut calculer, il a des fonctionnalités physiques qu'il peut calculer en plus. Et donc, la profondeur de champ devient beaucoup plus réaliste. Le motion blur devient beaucoup plus réaliste. On peut faire des cheveux. Parce que les cheveux aussi, c'est toute une partie du code séparé où il doit calculer des courbes. C'est pas un maillage, les cheveux. Donc ça, c'est toute une autre fonctionnalité. La plus grande différence, c'est quelque chose qu'on appelle la GI, qui est la Global Illumination, illumination globale. Donc, une notion très importante dans le lighting réaliste, c'est que c'est pas juste la lumière directe qui influence. Il y a une sorte de rebond ambiant. Soudain, l'image devient beaucoup plus réaliste et physique. On sent qu'il y a une interaction entre les objets, c'est pas juste des pixels. Ou des ombres grossièrement calculées. Ou directes, parce que les ombres qu'on voit dans la vie réelle, c'est une somme de 5 millions de sources et de 5 millions de rebonds. C'est pas juste ça qui crée l'ombre. Et c'était les anciens moteurs de rendu. Cycles, il ramène ça avec lui. Donc ça, c'est en 2011. Tout le monde est très content. Ça, les gens commencent à adopter, mais pas encore parce que on sélectionne le right click. Il y a encore le clic droit de sélection. Mais au moins il y a un moteur de rendu qui est adopté. Et le plus grand déclic, c'est qu'au bout de la version 2.79, ils se sont posés, ils se sont dit, ok, le soft est très bien, on a Cycles, on a plein de trucs, mais quand même clic droit pour sélectionner. Les amis, c'est pas ouf. Donc là, ils ont fait un autre Kickstarter, un autre crowdfunding.
pour passer à la 2.8. Et la 2.8, c'était une refonte complète de l'UI et une vraie refonte avec des considérations de UX pour la première fois, de user experience. En gros, l'ergonomie qui avait un peu été mis de côté en attendant, là, c'est un sujet pris au sérieux. Toute l'interface est repensée, quoi. C'est ça. Donc, ils ont refondu toute l'interface. Elle est devenue une interface moderne, pas terrifiante. Ça, c'est un très bon point. Et ils ont ajouté Eevee, qui est le deuxième moteur de rendu temps réel développé par Clément Foucault, qui lui aussi a complètement explosé l'adoption de Blender, surtout parmi les freelanceurs. Ça, c'est avant la hype de Unreal et tout. C'était avant que Unreal ne soit vraiment utilisé pour tout ça. Puisque maintenant, donc, la puissance que tu as expliquée, qui a été développée avant, devient accessible facilement et intuitivement. C'est ça. Plus tu as un moteur de rendu temps réel qui t'accélère complètement ta manière de travailler, c'est ça? Et qui devient accessible aussi niveau infrastructure. Donc, pour l'anecdote, j'étais en Irlande, je faisais un master en littérature, je sais pas quoi. J'adorais la 3D, mais pour moi, c'était toujours inenvisageable de me lancer dans ce métier parce que les coûts en infrastructure de rendu, c'était un peu ça la grosse étape que je n'arrivais pas à franchir. Le jour où j'ai vu la démo des Eevee, j'ai quitté mon master. J'ai appelé mon partenaire qui était un peu aussi, qui faisait la 3D aussi à côté. Je lui ai dit, on peut le faire. On a Blender, on a Eevee. Je suis rentré au Liban, j'ai monté mon studio. Et les premières 3 ans de mon studio, ils ont été possibles grâce à Eevee, le moteur de temps réel. C'est dingue. Parce que je me suis dit, juste un PC. Avant, il fallait avoir une ferme de rendu avec des racks, des cours en électricité. Oui, mais pour que tu sois compétitif sur le marché, si il y a une personne qui me dit je veux une pub, et je lui dis ok, dans 6 mois je te donne la première version, il va pas me prendre. Et là, tu as tous les ingrédients et c'est là où ça part en cacahuète en fait. C'est ça, c'est là où ça a explosé. C'est là où il y avait... En vrai, le soft, il était toujours très puissant, mais il y avait ce sentiment que c'est un soft pas sérieux. Il y avait tous ces petits trucs qui, quand ils s'accumulent, quand tu es un artiste 3D, tu sais comment faire, tu fais souvent comme... Ça fait 10 ans que tu fais de la même manière, tu n'as pas vraiment envie de franchir le pas. Et là, ça a baissé juste assez toutes ces contraintes pour que les gens commencent à franchir le pas et qu'ils testent et qu'ils disent « Waouh, c'est révolutionnaire ». Donc ça, c'est un graphe agrégé par Flavio Pérez. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une sorte de Excel sheet où toute la commu Blender qui travaille en France, ils mettent les projets sur lesquels ils ont travaillé faits sur Blender et qui ont été diffusés. Et on peut voir, après 2018, c'est là où les premières versions bêta de Blender 2.8 sortaient, où les gens commençaient à faire des films avec. On voyait autour, ça devient envisageable. Un avant-après, quoi. C'est ça. Bon, là, tu nous bats un tableau magnifique, où tout va pour le mieux, Blender se fait enfin adopter par des grands studios, etc. Est-ce que quand même, malgré tout, il y a des différences entre le logiciel et des mastodontes qui ont des millions à dépenser en R&D, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des différences, des gaps techniques qui sont en défaveur de Blender? Oui. La différence entre Blender et tous ces autres, c'est que Blender, il peut faire tout et il est excellent dans quelques aspects, mais il y a d'autres softs spécialisés qui font mieux cette étape. Donc, par exemple, il y a ZBrush, qui est un soft de sculpte. Et lui, il est, par exemple, mieux, entre guillemets, ou il a des fonctionnalités plus poussées que Blender pour faire du sculpte. Il y a, par exemple, Substance Painter de Adobe, qui est un soft pour faire les textures, qui est aussi plus poussé dans cet aspect. Mais ce qu'on se pose, c'est un peu notre philosophie dans le studio, c'est que, OK, on doit acheter des licences de 10 logiciels. Et en tant qu'équipe technique, on doit faire les passerelles et gérer les dépendances entre 10 logiciels, parce que c'est pas un acquis. Ah, la version 1.03, maintenant ça marche plus avec le je sais pas quoi. Donc il faut faire tout ça. Et puis, soudain, elle est rachetée par une autre boîte et le logiciel est mort, donc toute ta pipe depuis que Blender a été créé jusqu'à maintenant, il y a plein de softs qui sont devenus les standards d'industrie et puis qui sont morts. Il y a Softimage qui était utilisé à 40% qui est mort. Il y a Lightwave qui est mort parce qu'ils étaient rachetés par des concurrents et qu'ils étaient outillés. Donc là, l'argument que je fais, c'est que bien sûr, il n'est pas ultra puissant dans tout. Bien sûr que les softs spécifiés sont mieux. Mais philosophiquement, dans une structure, est-ce que ce ne serait pas mieux l'argent qu'on allait dépenser pour avoir toutes ces dépendances, on pourrait le mettre pour développer, nous, ces fonctionnalités manquantes à Blender. Et comme ça, tu possèdes tout ce développement, tu le redonnes à la communauté. Et c'est comme ça aussi que Blender est développé. C'est que c'est pas juste ses développeurs, c'est que chaque studio développe une fonctionnalité. Et comme si c'est du GPL, il est obligé de partager ses développements. Et tu sais que il va jamais disparaître. Il va jamais disparaître. Tu mentionnais justement l'écosystème de plugins et le côté un petit peu modulaire de l'outil. Avant même de parler de store ou de plugin, on a vu les images, il y a l'air d'avoir
1 million de fonctionnalités. Ouais. On a vu une timeline de montage, par exemple. Oui, il y a le montage. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a un logiciel de montage dans un logiciel de modélisation? C'est ça. Même, c'est la philosophie, c'est les gens qui utilisaient ça et qui, puis, au bout, je termine mon animation et puis j'ai à ouvrir Premiere pour monter, mais toute ma philosophie d'open source, j'ai quand même, je pourrais monter ici. C'est ça la beauté de Blender. Les gens sont passionnés autour de Blender et tu te donnes à fond. Donc, c'est une personne qui a contribué, il s'appelle VSE, Video Sequence Editor, et franchement, c'est très puissant. Donc, ça veut dire que tu peux faire un mouvement de caméra dans une scène, etc. Et, et directement... Je peux directement... Le strip, il est directement lié à une caméra. Donc, je peux soit tout rendre, soit loader des vidéos, soit je peux intercaler des vidéos. Il y a même... On peut faire du motion tracking. Le tracking, c'est quand il y a un mouvement de caméra et on veut intégrer de la 3D dedans. On peut même faire des trucs d'intégration que After Effects fait souvent. Il y a le compo qui est un autre soft complètement... On peut le faire dedans. La 2D, le Grease Pencil, ça c'est la révolution de Blender, on le fait aussi beaucoup. C'est quoi ça? Grease Pencil, c'est un module 2D dans Blender. Et maintenant, mon studio autour de minuit, il a fait Unicorn Wars, qui est un long métrage qui a eu plein de awards. Et c'est du 2D Blender et de la 3D 2D Blender. Donc c'est une sorte d'hybride. C'est une sorte d'hybride. Qui n'est possible à faire que dans Blender, quoi. Ou tu pourrais la composer différemment, mais dans Blender, la 2D coexiste avec la 3D. Tu dessines dans l'espace 3D. Donc si tu mets une light qui illumine l'environ, elle illumine aussi ton dessin 2D. Là, donc on a mentionné un logiciel de montage. Oui. On a vu aussi un éditeur de code. Oui. Comment ça se fait qu'il y a un éditeur de code dans Blender? L'API Python de Blender, c'est comme une surcouche pour pouvoir communiquer avec le logiciel. Parce que le logiciel, il est écrit en C et C++, qui est difficile ou pas très accessible pour les communs des mortels, comment? Et Python, c'est un langage plus simple à utiliser et ça permet de développer des petits outils en appelant des fonctionnalités du soft à travers Python. Et des petits ou des outils massifs, parce que les gens pètent un câble avec, ils font tout et rien. Et encore une fois, les gens disaient, je dois ouvrir VS Code, c'est Microsoft ça. C'est quand même un clic. faut quand même changer. C'est pas un clic, mais c'est que tu casses un peu l'étanchéité de l'open source. C'est pas une question de soft autant que ils sont tellement sains. Je me permets, il existe des éditeurs de code open source quand même. Maintenant il y a. Avec Codium et tout, oui. C'est comme tu disais, c'est une histoire d'expérience. C'est ça. Là, c'est l'éditeur de code optimisé pour l'expérience Blender, pour développer des programmes faits pour Blender, quoi. Et il y a même un studio qui est une personne, je pense, qui s'appelle French Toast, qui ont fait Nexus 5 sur YouTube, c'est connu, c'est français. Et ils ont développé un plugin qui permet de commander, en vrai, spécifiquement, je pense que ça te montre les restos qui ont des pizzas les plus proches et tu peux cliquer et ça détecte où tu es et tu commandes directement. C'est fou. Et vraiment, j'ai tout vu. On dirait le titre d'une vidéo YouTube. J'ai commandé des pizzas sur Blender. Mais ça n'a aucun sens. Et Blender, ça invite à faire ça. Ça redonne le fun et l'artiste dans ça. Ça invite à faire des pizzas. Blender invite à commander des pizzas. Tout est possible. Tout est possible. Je suis allé sur un site qui s'appelle Awesome Blender et qui est une page qui répertorie en gros tous les plugins et tous les trucs qui ont été développés. Donc par exemple, un plugin s'appelle Blender GPT. Et en gros, tu peux, dans l'interface, tu lui donnes une instruction et il va appliquer la modification dans ton logiciel. Là, tu vois, il va lui demander d'augmenter la taille des cubes. C'est méga stylé. Exactement. Blender va convertir sa requête en du code Python compatible avec l'interface. Et comme ça, il peut faire sa modélisation 3D en parlant anglais, quoi. Mais ça fait que Blender est genre méga à la page sur tous les... bah oui, c'est ça. Non, parce que on voit qu'on commence à avoir des fonctionnalités comme ça, mais doucement, quoi. Eux, ils l'ont eu une semaine après. Oui. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est plus classique, mais Face Builder, par exemple, qui te permet à partir d'une photo, créer un visage qui matche parfaitement avec ta photo et qui soit parfaitement modélisé. Alors, je sais pas si ça fait le rigging aussi, je sais pas jusqu'où ça va. Mais... Ouais, c'est pas le rig, mais c'est très utile pour les effets spéciaux. Si par exemple, je dois faire une goutte de sang qui dégouline, j'ai la forme de ton visage direct. Et donc, ça va suivre directement ton visage. Et donc là, tu vois, tu lui fournis une photo et tu peux avoir ce genre de résultat avec un petit peu d'ajustement et tout quand même. Mais voilà, c'est un autre plugin. Un troisième que j'ai vu, que j'ai trouvé marrant, qui s'appelle Breaker, qui permet en fait de faire des simulations avec des Lego ou des trucs Minecraft. Je trouve ça trop stylé. Un liquide en Lego, tu vois. C'est génial. T'as toujours rêvé de voir ça. C'est très magnifique.
Et bah c'est possible. C'est vraiment très très satisfaisant. Ouais, c'est bien. Oh là là. la tortue là. Enfin, et il te fait tout le calcul pour le positionnement des Lego, à quel point ils sont bien mis. Enfin bref, c'est incroyable. Et un petit dernier pour la route qui s'appelle Spaceship Generator. Et c'est un plugin qui en gros va te générer des vaisseaux spatiaux de manière procédurale. Donc c'est-à-dire que ça part d'un truc un peu simple comme ça. Et l'algo va à chaque fois te générer un vaisseau différent. Donc là, tu vois, c'est un vaisseau unique. Franchement, il a un petit style. Et c'était le seul qui va avoir exactement ce vaisseau dans ta modélisation, tu vois. Et juste là, j'ai cliqué sur 4 liens au pif. Mais il faut se dire que des comme ça, il y en a des centaines, quoi. Des millions. Et le procédural, c'est une des grandes puissances de Blender. Avant, c'était accessible via le code Python. Et maintenant qu'ils ont développé un nouveau module, les infinités de modules, qui s'appelle Geometry Nodes. Ça, c'est le même truc. C'est quoi? Et Geometry Nodes, c'est une interface nodale pour faire de la modélisation. Et quand on est dans du nodal, ce que ça permet, c'est de faire du procédural. Donc, c'est des trucs algorithmiques beaucoup plus rapidement. On peut itérer beaucoup plus rapidement quand c'est des nodes, quand je dois juste bouger un lien au lieu de bouger des fonctions, ça marche pas, etc. Donc ça, ces maisons, elles sont procédurales. Donc elles sont uniques. Oh, waouh. Là, tout ce que tu as à faire, c'est juste le volume du truc. Ouais. Et automatiquement, il calcule le placement de chaque... De chaque latte de bois, de chaque grain d'herbe. Absolument. C'est très, très stylé, effectivement. Et en plus, on voit qu'il y a une vraie variation. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent un peu, mais pas tant que ça, quoi. Et pour ça, t'as pas eu une seule ligne de code à écrire. C'est ça. C'est uniquement grâce au nouveau système nodal. Vraiment, Geometry Nodes. Moi, j'utilise plus Blender en dehors de Geometry Nodes. c'est devenu mon interface. C'est ultra puissant et ça fait juste 2-3 ans qu'il est d'actualité. Je me permets d'interrompre cette discussion pour un message de la plus haute importance. On aimerait recevoir dans Underscore des profils très précis qui pourraient nous parler des sujets suivants. Petit 1, des technologies développées chez SpaceX, que ce soit des moteurs, du système d'atterrissage, globalement toute l'intelligence autour des fusées. Idéalement quelqu'un qui bosse là-bas, mais pas obligé. Petit 2, sur la détection de fraude par IA dans les casinos et globalement les technologies de surveillance pour détecter la triche en casino. Quelqu'un dont la boîte fait ça ou qui bosse dans un casino, ce serait idéal. Troisième sujet, les Search Angels. On cherche des gens qui font de l'OSINT pour retrouver des parents biologiques d'enfants nés sous X. Zonage ADN, reconstitution d'arbres généalogiques ou alors quelqu'un qui a retrouvé ses parents comme ça grâce à des Search Angels. Et 4, le design d'interface d'applications chinoises. On cherche un designer francophone qui aurait travaillé sur le design d'appli chinoise ou qui pourrait nous en parler. Si vous connaissez cette personne, s'il vous plaît, envoyez un mail à underscore@micorp.studio et merci infiniment pour votre aide. Un autre projet très cool dont on avait parlé, c'est Chimera OS, un système d'exploitation custom dédié aux jeux vidéo. Si vous connaissez pas, ça vaut le détour et c'était dans cette vidéo.